Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'ai déjà essayé de filmer, pour tout vous dire, il y a 10 minutes, et c'était catastrophique. Je sais pas si c'est parce que les vacances commencent à enfin me faire décompresser, parce que la situation est tellement préoccupante et je trouve ça tellement abominable et triste que j'ai du mal à en parler. D'habitude, ce genre de vidéo, donc 4 livres, une maison d'édition, voilà, ou un nombre de livres, une maison d'édition, c'est des vidéos que je fais pour mettre en avant les catalogues de maisons d'édition plus ou moins importants. Aujourd'hui, ça va être un sujet, on va pas forcément rire, sincèrement. Je vais peut-être paraître très agaçante pour certains, j'en ai totalement conscience, voire un peu moralisatrice, mais je pense que on doit se servir de ce cas-ci comme d'un exemple, comme d'une sonnette d'alarme sur ce qui est en train de se passer actuellement dans le milieu de l'édition. On va pas rire, on va essayer de pas pleurer, mais surtout on va être un petit peu en colère. Je vais pas vous faire de la pub pour les 3 Nornes, sincèrement, c'est un peu déplacé de ma part d'y penser. C'est simplement pour vous dire que ce week-end on est à Étanges Grande, au festival Étanges Grande. La semaine prochaine on a Hypermonde, et à la fin du mois on est au Renard Doré avec l'autrice et l'illustratrice de La Forêt aux Fleurs d'Or à Paris. Aujourd'hui, je vais pas vous parler de la naissance d'ActuSF, ça n'a aucun sens. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité éditoriale, ActuSF ferme ses portes. Voilà. On pense pour beaucoup, je pense, de lecteurs, de fidèles de l'imaginaire, que ça aurait pas pu arriver. Donc en 2023, un des plus grands piliers de l'édition française d'imaginaire indépendant s'est écroulé, quoi. ActuSF fait partie d'un groupe d'éditeurs avec Memnos et Les Moutons Électriques, qui font partie des indés de l'imaginaire. C'est, on va dire, les plus grosses maisons d'édition d'imaginaire, et c'est des éditeurs indépendants. Donc c'est extrêmement important d'avoir des éditeurs indépendants et qui se sont regroupés pour essayer de mettre en avant et se solidifier. Malheureusement, il y a des raisons dont je peux pas vous parler parce qu'il y a des choses, voilà, c'est pas à moi de les dire et ça n'a pas été exprimé là-dessus, mais bien sûr j'étais au courant avant que ActuSF ferme ses portes, parce que l'édition est un milieu de rumeurs, et surtout j'avais certaines inquiétudes pour des maisons d'édition depuis quelques mois, vu un peu les bruits de couloir et les faits que j'avais entendus. Donc Actu ferme ses portes, j'en suis vraiment très triste, et c'est pas une exagération de ma part, parce que y a des gens qui vont perdre leur travail. Il y a des gens que j'apprécie, voilà, avec qui j'ai déjà échangé, qui vont perdre leur travail, et ça me fait extrêmement du mal pour eux. Et voilà, pour tous ceux avec qui j'ai pu travailler, échanger, parce qu'avec Actu on avait déjà travaillé une fois ou deux ensemble, on a rencontré en salon, voilà, j'ai vraiment de la peine pour cette situation, et j'espère que vous saurez rebondir et que le milieu éditorial vous ouvrira d'autres portes ou d'autres milieux. ActuSF ferme ses portes, ça veut pas dire ce que ça veut dire forcément, c'est-à-dire que au sens un peu des sociétés, c'est soit ils sont en redressement judiciaire, c'est-à-dire que soit par un miracle ils arrivent à redresser leur compte, mais en général ça n'aboutit jamais comme ceci, mais surtout ça veut dire 2 options, c'est soit une fermeture définitive, voilà, de Actu, soit un rachat d'un autre éditeur. Faut savoir qu'Actu a déjà rendu ses droits aux auteurs, donc c'est pas forcément un très très bon signe, et ce qui est extrêmement horrible pour tout le monde, pour eux, voilà, surtout, mais aussi pour les auteurs qui travaillent avec eux, qui avaient des publications qui allaient sortir chez eux, des auteurs qui ont fait leur catalogue chez eux et qui vont se retrouver du jour au lendemain un peu sans rien, voilà. Autant sur les droits, parce que les livres vont être mis au pilon. Ça va être difficile, je pense, pour beaucoup d'auteurs de rebondir chez d'autres éditeurs, parce que déjà le milieu éditorial est bouché sur beaucoup de textes qu'on reçoit, mais ça va être difficile pour tout le monde. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter, comme à chaque fois, 4 romans de cette maison d'édition, mais j'avais aussi envie d'axer un petit peu sur la problématique qui s'est posée et ce qui se pose, sur ce que je peux m'exprimer sur pourquoi ActuSF on en est arrivé à cette situation-là, et en quoi cette situation, elle est hyper dramatique, et que je vais avoir un discours alarmiste, je vais être chiante pour certains, je vais être alarmante pour rien pour certains, mais c'est hyper alarmant. On est dans un contexte éditorial un peu particulier. C'est alarmant en 2023 qu'une maison d'édition comme ActuSF, qui a plus de 20 ans d'existence, plus de 400 titres publiés, ferme ses portes. Il y a la crise économique, mais il en est que ActuSF, c'est pas un petit éditeur. ActuSF, c'est des centaines et centaines de textes. C'est des textes d'auteurs
très reconnus. Faut savoir que ils ont des textes d'Ursula Le Guin, pour ne citer qu'elle, d'auteurs français, ce qui est aussi extrêmement préoccupant parce que ça montre aussi une mouvance que c'est dur de publier des auteurs français. Et c'est surtout que je vais être extrêmement chiante et désagréable parce qu'aujourd'hui, je vais m'exprimer sur ce que je peux m'exprimer. Et donc, je vais vous parler de responsabilité parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été très étonnés par la fermeture d'ActuSF. Et des gens que j'apprécie, voilà, des gens que je côtoie dans l'univers du livre et tout. Mais la responsabilité, il y en a plein. Et moi, je vais axer sur celle avec laquelle je suis en direct, c'est-à-dire la responsabilité des influenceurs du livre dans cette situation et la responsabilité des lecteurs dans cette situation. Si ActuSF ferme ses portes aujourd'hui, c'est en partie à cause des lecteurs et c'est en partie à cause des influenceurs du livre. Voilà, à mon sens, c'est une chose qu'on remarque de plus en plus, hein, c'est pas mon avis, je veux dire, je suis pas la seule à avoir cet avis-là, hein, c'est un avis global, mais ActuSF, c'est d'autant plus préoccupant que c'est une maison d'édition qui met en avant la recherche sur la fantasy. C'est une véritable perte là, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'en rendent pas compte, mais tous les travaux sur Ursula Le Guin et tout, je vais vous présenter des choses, ça c'est mort quoi, c'est mort et je suis pas sûre que ça va être repris. Donc voilà, la recherche sur l'imaginaire commence à s'effondrer en France, un pan bien sûr, y a d'autres chercheurs et d'autres maisons d'édition, mais un pan important, et s'effondre et va pas donner forcément à d'autres l'envie de continuer là-dessus. Et qui dit qu'il n'y a pas de recherche universitaire dit que le genre va pas pouvoir évoluer et se retrouver légitimé, c'est forcément lié. Alors, c'est un peu brouillon, j'ai pas préparé la vidéo et j'ai pas non plus envie d'être horrible et moralisatrice dans ce sens-là, mais je pense qu'il faut faire face à nos responsabilités, et moi la première. On est responsable en partie de la fermeture d'ActuSF. Je parle de vous, je parle de moi, bien sûr. Moi, j'ai la double casquette. Je vais peut-être parler des influenceurs du livre en premier, hein, on va taper sur les collègues, mais je me comprends dans le cas, même si, à mon sens, j'ai l'impression quand même, personnellement, de présenter des indépendants de l'imaginaire. Mais les réseaux sociaux actuellement de Booktube sont gangrénés par les services presse et par la surreprésentation de certaines maisons d'édition au déficit d'autres, c'est-à-dire que on est submergé des mêmes livres. Et donc, nous faisons, je dis nous, hein, je vais mettre en globalité, nous faisons la promotion d'un nouveau type d'édition en imaginaire, c'est-à-dire que l'apparition du beau livre en imaginaire porté par des maisons comme De Saxus, hein, on va citer les noms, ont bouleversé le champ éditorial voilà, en France. On a habitué les lecteurs, je parle de nous les éditeurs, à avoir des beaux livres, et maintenant, de toute manière, c'est un constat, c'est un fait. Je suis sûre qu'en commentaire, il y a des gens qui vont me dire « Non, mais moi, je suis pas comme ça. » Vous êtes pas comme ça, mais il y a une majorité de gens qui sont comme ça. Je veux dire, les chiffres, ils parlent à un moment. C'est que les gens ne sont plus intéressés par le contenu, mais par le contenant. L'objet, c'est un objet livre. Le livre, c'est un objet d'art. Je suis la première à le scander dans la maison d'édition des Trois Normes. Je suis la première à mettre ça en avant. Mais le contenant, c'est hyper important. Et moi, la première, on reçoit énormément de beaux livres travaillés et tout ça, avec des contenus qui sont extrêmement déceptifs. ActuSF, c'est une maison d'édition qui travaillait beaucoup plus le contenu que le contenant, à mon sens, même s'ils avaient des très très beaux exemples, voilà, des très beaux livres, mais c'est une maison d'édition qui prenait des risques, qui ont porté des auteurs hyper intéressants de la nouvelle génération. Je parle de gens comme Jean-Laurent Del Socorro par exemple, et qui ont pris le vent dans la gueule du fait que les gens sont plus intéressés par l'objet que par le livre, c'est-à-dire que on va taper sur des choses, mais de toute façon je vais en parler sur mon bilan actuel, mais les gens ont de plus en plus de bouquins, mais en lisent pas plus, ça c'est un fait, après chacun fait ce qu'il veut, hein. Moi je suis pas dans le jugement, mais surtout ils sont là pour acheter des jolis livres, ils sont pas là pour acheter des bons livres. Et les éditeurs en profitent, c'est-à-dire que là on voit la qualité éditoriale en imaginaire depuis le Covid, est beaucoup moins bonne chez les gros éditeurs. La responsabilité, ça, elle est bien sûr des éditeurs, mais elle est pas sortie de nulle part. C'est-à-dire que De Saxus a lancé ça, mais si les lecteurs ne s'étaient pas précipités pour acheter ce type d'ouvrage et consommer encore de l'indépendant, et je vais vous expliquer pourquoi c'est important de consommer de l'indépendant, on n'en serait pas à ce constat-là, et nous, on serait pas... je veux dire, les éditeurs ont pris ça, et on est le relais entre les éditeurs et les lecteurs, et faut dire ce qui est, le fait qu'il y a une surreprésentation des très beaux livres avec jaspage, reliés machin, qui sont pas toujours de très bonne qualité, par des influenceurs qui sont
pour la plupart honnêtes, mais pour certains pas toujours, je pense, honnêtes sur leur chronique, fait que ces livres-ci sont invisibilisés. Donc de toute manière, il y a une invisibilisation sur les réseaux sociaux qui est due de notre part. Il y a un manque de curiosité littéraire de la part de certains influenceurs. Voilà, à un moment, il faut dire ce qui est. Alors moi, je suis les gens avec qui je trouve qu'il y a de la curiosité, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui, je connais pas ces livres-là, j'en apprends et tout ça, mais il y a beaucoup, quand tu traînes sur YouTube et Booktube, t'as l'impression de voir le même book haul chez Pierre et Paul Jacques de plus en plus. Donc voilà, on va taper sur les influenceurs, mais à un moment, voilà, c'est le cas, on est responsable de ça, et à un moment, je m'en excuse, j'ai l'impression de devoir m'en excuser aussi, mais même moi, hein, je me suis dit, est-ce que j'ai assez mis en avant des maisons d'édition indépendantes d'imaginaire? J'essaye, mais c'est pas forcément ce que je fais, parce que c'est pas forcément ce qu'on me propose le plus. Et on va partir ensuite sur ce qui fâche, voilà, de la responsabilité du lectorat. On l'a vite fait aborder. Mais ActuSF a fermé aujourd'hui, en partie parce que le lectorat se tourne vers le beau livre, le bel objet, le jaspage, et ne prête plus forcément attention à des textes qui sont moins travaillés sur l'esthétique, mais plus travaillés à l'intérieur. Ça se voit sur les chiffres de vente, ça se voit sur les réseaux sociaux, ça se voit sur les discussions qu'on a avec les lecteurs où on sait que c'est toujours les mêmes livres qui reviennent. Et ça, c'est alimenté par le système de l'édition et de Booktube. De toute façon, on est tous responsables d'une partie, mais en fait, j'ai envie de sensibiliser les gens en disant... C'est bien de dire que la maison d'édition, c'est hyper triste que ça ait fermé et tout, mais c'est bien aussi d'avoir soutenu cette maison d'édition et de pas l'avoir invisibilisée, et surtout de continuer à acheter chez les indépendants. Faut savoir que l'édition française, depuis le rachat de Brajlon par Hachette, on a quand même le plus gros, on va dire, la plus grosse maison d'édition indépendante en France qui n'est plus indépendante. Vous avez tous noté le changement de catalogue qui se passe chez Brajlon depuis le rachat, voilà, qui est plutôt tiré vers le bas que tiré vers le haut, hein. Ça, c'est pas moi qui le sors de mon chapeau, c'est vraiment une constatation générale de vos avis, hein, que ce soit en commentaire, en salon, sur les sites. Voilà, Brajlon ne brille plus comme il a brillé avant le rachat d'Hachette. Et malheureusement, la fermeture d'un nouvel indépendant de l'imaginaire pose problème sur les textes qui vont être publiés. Il faut savoir que les indépendants sont les maisons d'édition qui prennent le plus de risques, que ce soit les risques financiers, mais surtout les risques moraux, ou du moins c'est ceux qui vont proposer les textes les plus engagés, les plus originaux. Faut savoir que des éditeurs comme Editis ou Hachette vont souvent proposer des textes qui sortent pas des carcans et qui vendent, voilà. Sauf que on a besoin d'avoir des textes qui sortent des carcans, parce que l'imaginaire, c'est un type de littérature qui est très important. C'est un type de littérature qui est là pour porter des visions politiques, des visions sur le monde. C'est des textes, l'imaginaire a toujours été très très engagé, et si on commence à priver de visibilité les éditeurs indépendants, si on commence à étouffer et à voir les éditeurs indépendants mourir, c'est préoccupant pour même nous, notre façon de penser et notre façon de réagir sur le monde. Voilà. Comme je dis, c'est alarmant comme discours, mais c'est alarmant. Il faut savoir aussi que beaucoup de groupes éditoriaux français sont gérés par des politiques qui sont orientés. Voilà. Il y a des indépendants, comme par exemple la Volte, où on sait que la Volte s'engage là-dessus, est orientée extrême gauche. On a aussi des maisons d'édition qui sont orientées extrême droite, et le milieu éditorial français est plutôt orienté vers un type particulier de pensée, et géré par des gens qui ont une pensée politique un peu particulière, et donc qui orientent leurs textes de façon particulière. Les indépendants de l'imaginaire sont parmi les premiers à avoir mis en avant des textes qui dénonçaient le racisme, qui mettaient en avant des couples LGBT. Voilà, c'est des textes qui prenaient des risques et qui abordaient des choses qui sont importantes de société, qui n'étaient pas lisses. Et voir ça mourir, personnellement, moi, ça me rend extrêmement triste. Ça m'a gâché mes vacances d'une certaine manière, en me disant à quoi ça sert. Je veux dire, le système éditorial indépendant, c'est une première pierre qui vient de rouler, et je suis persuadée que si ça ne change pas, si les lecteurs ne prennent pas conscience de ça, ça va pas évoluer, parce que il y a bien sûr d'autres facteurs, hein, rassurez-vous, il y a la hausse du papier, il y a plein d'autres choses, mais la hausse du papier, les éditeurs, ils y peuvent pas grand-chose, et vous pouvez pas y faire grand-chose. Mais acheter indépendant, acheter des textes qui sortent de l'habituel des auteurs français, ça, c'est dans vos cordes, c'est dans mes cordes, c'est dans vos cordes, et les textes qui sont vendus chez ActuSF,
sont pas plus chers que des textes qui sont vendus chez les gros éditeurs. Ça, c'est 15 balles. Donc voilà, c'est pour ça. J'ai pas envie de faire des... On fera une vidéo, on parlera un petit peu du problème actuel de l'arrivée sur le marché du beau livre et des bouleversements que ça a sur l'édition, parce que bien sûr, tout bouleversement, ça donne envie de faire des beaux livres et ce genre de choses, donc de l'amélioration. Mais là, le contre-coup est quand même assez sévère. Et pour tout vous dire, si je dois vous donner juste un exemple, mais l'arrivée du beau livre, on va dire, mise en avant dans l'imaginaire et tout, c'est en train encore plus de forcer les éditeurs à imprimer à l'étranger et donc à ne pas soutenir des imprimeries françaises, à rémunérer des gens avec un salaire, on va dire, digne de ce nom. Donc voilà, au niveau, on est vers une... à mon sens, on est en train d'aller vers une pauvreté du milieu, ou du moins une exploitation du milieu qui était déjà très exploité, mais ça va pas s'arranger. Voilà, donc j'ai une pensée toute particulière, je vous le dis, pour les gens qui ont travaillé chez ActuSF et pour les auteurs qui travaillent chez ActuSF. Et avant de commencer en fait la présentation des 4 livres, Actu s'est déjà exprimé là-dessus, mais si vous voulez acheter des livres chez ActuSF, ne tardez pas. Voilà, ne tardez pas parce que le catalogue va disparaître. Et si vous avez envie de découvrir des auteurs hyper intéressants, c'est le moment. Donc voilà, et je pense tout à fait aux auteurs voilà, qui malheureusement subissent ça, et j'ai pas de mots parce que c'est extrêmement triste, quoi, de voir des gens qui vont être privés de travail, ou voir des années de travail réduits à néant, quoi, pour plein de causes différentes. Mais une cause où si on peut au moins jouer sur le fait d'essayer de soutenir plus les éditeurs indépendants, pour avoir des textes originaux qui sont pas fades, qui ont des orientations politiques qui font réfléchir sur le monde, et qui font évaluer les pensées et qui poussent à s'améliorer, parce que l'indépendant, c'est hyper important pour vous proposer les textes de demain et les textes qui resteront. Voilà, à mon sens. Je pense que c'est un peu mon avis sur la question. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, ce que vous avez ressenti à la fermeture d'ActuSF. Je supprimerai tous les commentaires désobligeants, bien sûr, si je vois des commentaires désobligeants sur ActuSF, voilà, comme d'habitude, parce qu'il y a certains malins qui aiment bien dire du mal des éditeurs sans savoir de quoi ils parlent, mais pour le coup... voilà, là j'ai plus envie que l'espace commentaire soit un endroit où Actu, s'il passe par là, puisse se sentir un petit peu soutenu, voilà, sur ce sujet-ci. Aujourd'hui, je vais vous présenter 4 ouvrages. Alors, je vais déjà vous dire que chez ActuSF, vous pouvez retrouver énormément d'auteurs français. Notamment, je pense à des autrices comme Claire Crust, qui avait écrit un magnifique livre d'inspiration japonaise avec multi-personnages, où on a une jeune fille qui va partir en quête d'un sérum pour sauver un proche à elle, et qui va devoir affronter 1000 dangers. On va avoir plein de points de vue et ça va faire une histoire complète, très triste et très touchante. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc un livre que j'ai adoré, c'est Du roi je serai l'assassin de Jean-Laurent Del Socorro. Jean-Laurent, il a été publié, je crois, quasiment tous ses bouquins, sauf les derniers en date, ont été publiés chez Actu. C'est un roman historique qui se passe, normalement il y a une date précise, au XVIe siècle en Espagne, où on suit Sinan, qui est un morisque. Les morisques, c'est des personnes qui étaient musulmanes, mais qui ont dû se convertir au catholicisme de force. Voilà, un truc horrible. Et on venait dans une période où l'Inquisition est très présente, et on chasse en fait les morisques. Et ce jeune homme va avoir une vie horrible avec un père horrible. On va le suivre en fait, c'est comme un récit initiatique de son enfant jusqu'à l'âge adulte, avec beaucoup de trahison, de complot, de l'historique. Voilà, c'est très beau. Petit alarme sur le sujet, c'est un texte et ça peut surprendre, c'est pour ça que ça peut être un peu choquant pour des personnes qui auraient vécu ça d'un point de vue assez violent et traumatisant. Ça va aborder le thème de l'inceste, voilà, dans le texte, donc voilà. Mais on a cette dose d'histoire palpitante, ces personnages extrêmement touchants. En même temps, au-delà du côté historique, on va parler de sujets qui sont très violents, comme les violences faites aux enfants. Voilà, les violences faites aux enfants, la parentalité autoritaire et ce que ça peut avoir de destructeur. C'est aussi toute cette période en Espagne que moi je connais très très mal. Il faut savoir que Jean-Laurent, à chaque livre qu'il écrit,
va exposer une thématique. Par exemple, Boudica, donc c'est sur le personnage celte extrêmement connu, mais De vent et de colère, ça se passe pendant une période à Marseille où il y a eu des conflits voilà, entre régions. Morgane, donc c'est vraiment la réinterprétation du personnage de Morgane dans la légende arthurienne. À chaque fois, il y a un carcan historique, et celui-ci est très très sympa. La fin est très hâtive. Voilà, j'aurais aimé plus de rythme vers la fin, du moins que ça se prenne plus son temps et qu'on développe plus les choses. Mais moi j'ai été convaincue par les personnages, par l'histoire. C'est extrêmement triste et extrêmement beau. Et la plume de Jean Laurent se lit très très bien. Voilà, elle n'est pas trop fleurie. Elle est simple, mais elle est très très efficace, et c'est ce que j'aime aussi chez cet auteur. Donc voilà, on a ces auteurs-ci qui ont des très très belles histoires. Actu, c'est ça aussi qui me fait extrêmement du mal, parce que c'est un truc que j'adore. Je sais que c'est quelque chose d'assez minime, c'est pas forcément extrêmement lu, mais c'est hyper important pour la recherche et pour la valorisation du genre. Et savoir que... Alors c'est chez c'est une collection poche ici, mais c'était chez Actu à la base. Savoir que Je suis Providence va disparaître, peut-être un jour être acheté des lectorats français, me fait extrêmement du mal, parce que c'est un texte extrêmement important sur Lovecraft, qui est, on va dire, sûrement le texte le plus important qui a été fait sur Lovecraft. Alors c'est une biographie en 2 parties de Joshi, qui est, on va dire, le biographe le plus estimé de Lovecraft, où ici on va étudier donc Lovecraft de sa naissance jusqu'à sa mort, avec des thématiques assez précises. C'est une recherche qui a été récompensée plusieurs fois, assez riche, et qui permet de découvrir le personnage de Lovecraft sous un angle vachement objectif. Faut savoir que cet auteur est amérindien dans mes souvenirs, et ce qui fait que Lovecraft est quand même très raciste, et donc malgré ça, il y a un objectivisme dans le texte qui est hyper intéressant et pertinent. Ça te prouve que Lovecraft était un monstre, mais un monstre qui est peut-être pas celui que tu crois en ayant entendu des rumeurs sur Lovecraft. Ça permet de comprendre un peu mieux ses textes, sa vie, ses galères, la société de l'époque au niveau des écrivains, de comment ça se construisait. Moi j'ai adoré, ça fait... Combien de pages ça fait 1600 pages en tout, mais je trouve ça passionnant, j'ai dévoré ça, et ça m'a donné encore plus envie de découvrir Lovecraft, qui est un personnage hyper intéressant, et c'est un auteur qui a eu une des plus grandes correspondances qu'on a retrouvées. Et donc, au-delà de parler de Lovecraft, ça parle du milieu des écrivains de l'époque. On va parler notamment du papa de Conan, on va parler des influences de Lovecraft. Alors, quand tu aimes l'imaginaire, ça permet de découvrir aussi plein de vieux textes d'imaginaire ou d'influences imaginaires qui l'ont marqué. Et c'est surtout voir ses contemporains et aussi ceux qui ont été marqués par Lovecraft. Et la façon dont a été édité Lovecraft en France est très particulière. Et donc, voilà, même au niveau éditorial, c'est hyper complet. Quand tu es passionné, c'est hyper intéressant. Quand t'aimes lire un peu des biographies, c'est hyper intéressant. Et ça me fait beaucoup de mal, mais sachez que c'est vraiment, vraiment une très bonne lecture. Ça aussi, ça va être un petit peu, ça va être un peu triste. C'est-à-dire que Actu SF, comme je vous l'avais dit, travaillait beaucoup sur la recherche et l'imaginaire, et notamment dans le cadre des salons. Il faut savoir qu'il y a pas mal de salons d'imaginaire en France où on a tendance à avoir des colloques qui sont organisés, et donc il y a tous les colloques des Imaginales voilà, qui étaient disponibles sur des thématiques. Donc on a fantasy histoire, on en a un sur par exemple Game of Thrones. À chaque fois il y avait un colloque différent avec des chercheurs, et ça permettait aux chercheurs autour de l'imaginaire d'avoir une voix, d'avoir un accès au public assez simple. Et c'est un peu dommage, parce qu'on apprend beaucoup de choses. Ça nous permet aussi de valider le genre, comme je vous dis, hein, recherche universitaire et légitimité, c'est toujours très lié. Et c'est un peu un petit recul si d'autres éditeurs vont pas prendre le pas là-dessus, sachant que c'est pas des livres qui doivent se vendre énormément, mais c'est des livres qui sont très 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 importants. Voilà. Mais moi j'aime beaucoup cette collection. De toute façon, il faut que je m'achète moi le Gwyn qu'ils ont fait il y a quelques temps, avant que tout disparaisse, parce que je voulais absolument le lire. Mais les collections des colloques sont vraiment à lire si vous aimez lire sur l'imaginaire. Voilà, parce qu'il y a aussi lire de l'imaginaire, mais sur l'imaginaire, et ça vous permettra d'aborder les textes de façon assez différente, et d'avoir peut-être un recul sur certains mouvements, sur la fantaisie de telle ou telle époque, sur comment elle a été reçue en France, ou ce genre de choses. Là, c'est vraiment l'étude en parallèle de l'histoire, de l'historicité, et ce que ça a eu comme influence, que fantaisie et histoire, c'est souvent très très lié, mais ça permet aussi pas mal de réflexion.
Et enfin, alors je vous ai présenté un auteur français, mais c'est aussi des traducteurs. Et donc on a par exemple les dernières collections qu'ils avaient sorties. Là c'était une reparution parce que ce texte avait dû sortir dans les années 90. Le Dieu dans l'ombre de Megan Lindon qui est Robin Hobb. Donc c'est aussi des éditeurs qui permettaient de publier des textes qui sont moins connus d'auteurs extrêmement connus. Ils ont publié du George R.R. Martin, voilà, parce que c'est des auteurs qui sont prolifiques. Et c'est vrai que Megan Lindon fait partie des plus grands auteurs de sa génération. Je suis sûre qu'on lira encore Robin Hobb dans 100 ans. Voilà, c'est quasiment sûr que l'Assassin Royal fera partie des classiques. Et qui dit auteur, on va dire important, dit qu'il faut qu'on étudie son œuvre dans la globalité. Et Le Dieu dans l'ombre, c'est une œuvre qui est super intéressante sur Megan parce que elle parle beaucoup de ce qu'elle aime parler dans les livres. Donc ça parle d'écologie, ça parle d'Alaska et ça parle de la famille. On va suivre ici une jeune femme qui a vécu en Alaska, qui a rencontré l'amour, qui a fait sa vie avec cet homme et qui a eu un enfant. Ils vivaient plutôt tranquillement dans leur cabane jusqu'au jour où son mari décide de rejoindre sa famille riche, un peu plus dans le sud, et la jeune femme va se retrouver confrontée à une famille dans laquelle elle se reconnaît pas et qui la déteste. Ça va très mal se passer. Et en parallèle, elle a rencontré quand elle était en enfant un faune. Et tous les deux vont lier une aventure et un amour un peu particulier. C'est un texte qui a pas mal de scènes au lait dedans, qui est vraiment pas fait pour les enfants. Mais surtout, c'est très bien fait, la façon dont c'est fait. Je trouve que ce texte est pas très cringe. Il y a vraiment une vibe, si je dois me permettre de faire quand même un parallèle là-dessus, un peu Guillermo del Toro, je trouve, dans la façon dont ça aborde la chose. Mais c'est de la fantaisie romantique avec de la... Faut aimer les trucs à la forme de l'eau, tu vois. Si ça te gêne, genre les relations humains-non-humains, ça peut vraiment te mettre mal à l'aise, mais le texte parle d'énormément de questions de société, et énormément aussi la question de la femme et la question de la mère, voilà, ce que ça implique. Et ce texte est très très bon, moi j'avais beaucoup aimé, mais parfois un peu perturbant, surtout la fin, j'étais en mode... Oui, faut être un peu ouvert d'esprit voilà, sur la question. Mais voilà, donc c'est tout. Je vais pas m'apesantir plus, j'ai l'impression de m'être appesantie et d'être encore la grosse moralisatrice de merde que personne n'a envie d'entendre. Mais voilà, c'est triste et à un moment, il y a des moments où on rigole, il y a des moments où on rigole pas. Et là, j'ai pas trop de choses à rire sur cette question-là. Et pour tout vous dire, moi ça me stresse énormément sur le futur. Parce que nous, les petits éditeurs, c'est difficile en ce moment, je vous l'ai jamais caché, mais les 3 ans, là, 2023, c'est très 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 dur pour l'entreprise, mais comme beaucoup d'entreprises imaginaires. Et quand on est indépendant et qu'on essaye de proposer des choses originales ou avoir, on va dire, de l'engagement, c'est compliqué. Et on doit retenir que ça doit être alarmant parce que le milieu éditorial français est dominé par les grands groupes, voilà, des énormes groupes où il y a beaucoup de lobbying et ce genre de choses, où il y a de la censure, je veux dire, vous en rendez pas compte, mais il y a beaucoup de livres qui ne sont pas publiés pour des questions de censure parce que ça correspond pas à tel ou tel mouvement de pensée. L'indépendant est là pour proposer autre chose et on doit tous lutter pour essayer de soutenir la littérature indépendante. Et je peux vous dire que les meilleurs livres que je lis en ce moment, c'est en littérature indépendante et c'est pas du tout chez les gros éditeurs parce que je trouve que c'est un peu plat ce qui est proposé actuellement et pour les amateurs d'imaginaire, je pense qu'à un moment ou un autre, vous trouverez plus votre compte dans la littérature indépendante qui sort des carcans. Mais voilà, c'est un peu là pour éveiller les consciences et vous faire prendre de conscience que vous pouvez agir là-dessus, comme moi j'essaye d'agir là-dessus. Et bien sûr, si vous voulez pas le faire, je ne suis personne, voilà, je suis pas votre mère, mais sachez que vous serez au moins au courant et que j'aurai l'impression d'au moins essayer d'agir pour ça. Sur ce, je vous souhaite une très bonne lecture, une très bonne journée, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.